Je peux pas réfléchir à ce temps-là. Bon, avant qu'on démarre, ça fait rêver tout le monde. L'idée là, c'est surtout de vous présenter les dernières repos qu'il y a sur le TCL. Elles commencent à dater un peu, hein, c'est septembre 2022. Elles sont clairement claires. S'il y a plein de questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas. Parce qu'il y a des choses qui sont évoquées dans les recos, d'autres qui ont été largement discutées pendant les recos, et je suis au courant de cette partie-là, étant donné que c'était moi qui avais coordonné ces recos-là. Donc on pourra être un peu large là-dessus. Et à la fin, je vous présenterai juste deux, trois merveilles sur le traumatisme du rachis cervical aussi, parce qu'on a un topo entier dessus pour le coup. L'idée, c'est surtout de passer les messages sur l'élément d'application de l'imagerie et autres par rapport à tout ça. Let's go! Allez, c'est parti. Bon, la définition du TC, c'est un truc qui est super compliqué. En fait, ça paraît tout simple à la base, mais au-delà du fait de le TCL, c'est quelqu'un qui a eu un impact au niveau de la tête, n'importe quel transfert d'énergie cinétique. C'est-à-dire, je me suis cogné contre une porte en me relevant, jusqu'à j'ai pris une balle de baseball en pleine tête ou une batte de baseball. Avec essentiellement la définition de score de Glasgow entre 13 et 15 à l'admission aux urgences pour définir le TCL. D'accord? Ça ne présume pas de l'état initial et ça ne présume pas du résultat du scanner non plus. C'est là qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que la définition du TCL en termes de porte d'entrée dans cette recommandation-là, c'est l'existence d'un impact au niveau de la tête avec quelqu'un qui est Glasgow 13-15 à l'arrivée aux urgences. Ok. Bien sûr, la griffouille au niveau de la tête, machin, on va se détendre aussi, hein, et fatalement, en fait, on les sort assez vite du problème. Comme je vous l'ai dit, la définition, elle est purement clinique, et donc on a une première stratification de niveau de risque, avec TC mineur, avec le Glasgow supérieur ou égal à 13. Il y a un énorme débat entre le 13, est-ce que c'est dans le modéré ou est-ce que c'est dans le léger. Il fallait trancher à un moment donné. Donc vous étonnez pas si un jour vous êtes amené à lire des articles sur le sujet, s'il y en a qui ont inclus que les Glasgow 14-15 et d'autres qui ont fait 13-14-15. Personne n'est d'accord là-dessus. Donc nous, on a tranché, on a pris 13-14-15 parce qu'en fait, après, ça dépend aussi de d'où on perd les points finalement. Et c'est trop compliqué d'arriver à faire une définition où on dit si tu perds ci, si tu perds ça. En fait, là, pour le coup, personne ne va suivre les recours. Donc on reste simple sur 13-14. Le TC modéré avec le score de Glasgow entre 9 et 12, et le TC grave, sévère, avec le Glasgow inférieur ou égal à 8. D'accord? Sur ces différents niveaux, en TC mineur, en gros, enfin TC léger, il y a grosso modo 8% de saignement. Le TC modéré, on est au-dessus de 15, et le TC grave, on est entre 20 et 30. Donc on commence vraiment à être sur des taux très importants. Au niveau des urgences et même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est ultra fréquent. On peut passer des heures sur l'incidence. Comme vous voyez, c'est quand même un truc non négligeable parce que parmi les gens qui ont un TC léger, il y en a quand même 1% qui va avoir une intervention neurochirurgicale. Si vous prenez l'activité du service, on a entre 5 et 8 TC par jour. Donc, vous voyez, tous les mois, il y en a un qui finit en neurochir sur les TCL. Hein, donc, c'est quand même pas négligeable, quoi. Euh, et donc, 8% de lésions hémorragiques intracrâniennes. Et vous allez voir que l'autre problème, en fait, dans cette prise en charge des TCL, c'est qu'est-ce qu'on veut rechercher. Est-ce que réellement on a envie de trouver les PTChy minuscules ou est-ce qu'au contraire on veut juste trouver les sous-duraux? Et vous verrez que ça, c'est une vraie question, en fait, dans la prise en charge. Dans votre tête, quand je parle TC léger, je suis sûr que le premier truc qui pop, c'est scanner. C'est immanquable. Par contre, bien sûr, parce que globalement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder s'il y a des fractures au niveau du crâne, on va aller rechercher s'il n'y a pas un sous-dural, on va aller chercher s'il n'y a pas un extradural. Les lésions, en fait, il y en a plein de sortes. Et pour le coup, là, vous voyez, celui-là, il est ultra complet. Par contre, ce que je voudrais là, c'est qu'à la fin de ce topo, j'ai réussi à vous faire sortir de cette idée
Le scan est plutôt, tiens, je vais stratifier le niveau de risque des patients et arriver à des examens qui sont réfléchis en fonction de la clinique et de la raison pour laquelle le patient vient. Okay. Pourquoi est-ce qu'on veut arrêter les scans? Bon, un, ça coûte cher, deux, ça prend du temps, mais surtout, en fait, ça a des vrais impacts en termes de santé publique. Une femme de 40 ans sur 8000 va développer un cancer à cause d'un seul scanner cérébral. C'est de l'extrapolation, hein. C'est pas de formel, mais le risque, il existe et il a été clairement démontré dans la littérature. Il y a un vrai problème de coût-efficacité parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a 8% de saignement, ce qui veut dire qu'il y a 90 à 92% de scans pour lesquels il n'y a jamais rien. Et donc clairement, en fait, quand on discute avec les radiologues, c'est un peu, ouais, c'est bon, ils me font chier avec leur putain de scan pour les TC, là, de toute façon, il n'y a jamais rien dessus. En fait, c'est ça qu'on voit. On ne voit pas ceux qui saignent, on n'y fait pas gaffe. Et alors, là, je suis désolé, c'est des chiffres qui sont anciens, qui datent de 2013, parce que j'ai pas la réactualisation de 2023 encore. Mais dites-vous bien qu'en 2013, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, vous étiez tous tout petits. Moi, je travaillais déjà ici. En 2013, dans les services d'urgence, il y avait 80% des scanners qui étaient réalisés en dehors du service d'urgence. C'est-à-dire que quand on demandait un scan, il fallait prendre le patient et le brancarder jusqu'au service de radio. Ce qui, du coup, en termes de temps et de consommation de ressources humaines, était important. C'est un peu comme si, ici, on prenait tous les patients pour les amener au rez-de-chaussée. Et il y a plein de services environnants où, effectivement, bah, le scan, il n'est pas comme nous. Enfin, nous, c'est le luxe, vraiment. Et puis, y compris dans des CHU où tous les CHU ont pas ça encore aujourd'hui. Bon, quelques rappels sur le Glasgow. Vous aurez le diapo, donc vous pourrez regarder tout ça. Donc, on évalue tout ce qui va être parole, ouverture des yeux, motricité. Petit rappel sur les mouvements de décortication qui correspondent à un mouvement en rétraction et de décérébration qui correspond à l'enroulement. Le patient va ouvrir. D'accord. Tout ça, c'est soit une souffrance hémisphérique qui est importante, soit une souffrance directement au niveau du tronc cérébral. Ça va témoigner du niveau d'engagement. Il y a un truc qu'il faut savoir rechercher, c'est la partie douleur, la stimulation à la douleur. Parce que quand on prend le patient et qu'on lui fait ça, en fait, globalement, ça sert à rien. D'accord? Donc il y a plein de trucs qui permettent de faire mal au patient sans laisser de traces et sans lui faire vraiment trop mal non plus. Faut pas exagérer. Avant, il y en avait qui pinçaient les tétons. Il y en avait qui appuyaient très fort sur les globes oculaires. Non, ça c'est pas bien. Le truc qui marche le mieux, c'est le Pierre Marifoy. Très sincèrement. J'appuie en arrière des mandibules, là, vraiment, tout en haut, juste en dessous de l'oreille. Là, vous appuyez là, et même si vous commencez à appuyer vous, vous le sentez que ça fait mal. Donc, quand vous le faites faire par quelqu'un d'autre, il ne va pas s'arrêter. Je crois que ça fait super mal, et ça marche vraiment bien. Sinon, vous pouvez aussi presser le linguel avec un stylo. Avec le doigt, vous n'y arriverez pas très bien. Prenez un stylo en fait pour venir comprimer vraiment à la base de l'ongle, comme vous voyez là sur la photo qui est ici. Et également là. Alors c'est un peu plus dur à faire ici. Il faut vraiment bien le choper. Et c'est des petites variabilités anatomiques, donc c'est pas très pratique. Mais vraiment, enfin, sincèrement, Pierre Marifoy, c'est vraiment ce qui va marcher mieux pour ça. Il faut y aller, franchement. Et on ne lâche pas en fait tant qu'on n'a pas eu de réponse. Il faut bien rester 2-3 secondes en fait pour faire la vraie stimulation du système. Les recommandations, il y en a des caisses sur le TCL. Tout le monde y allait un petit peu de sa sauce. Il y a les Canadiens d'un côté, les Américains qui ont fait quelques trucs, les Anglais. Et il y avait des vieilles recommandations de la Société française de médecine d'urgence qui dataient de 2012 et qui étaient assez imbitables. Et c'est pour ça qu'on a repris ces recommandations, à la fois pour faire une mise à jour et pour essayer de les clarifier là-dessus. Donc, c'est celles qui sont sorties en 2022. Je vais essayer de dérouler ça rapidement autour d'un cas clinique. On va pas faire un truc à rallonge. Donc là, on va s'imaginer en régulation. Donc vous avez un appel pour quelqu'un qui a fait un TC, il a 55 ans, il a glissé sur ta terrasse, il a un TC au niveau de l'arrière du crâne, il y a une perte de connaissance, il n'y a pas de plaie, il y a un gros céphalématome occipital. Et son épouse le trouve plutôt dans son état habituel, elle n'a pas de déficit neurologique, et c'est un patient qui est sous cardégique. En termes d'orientation, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Est-ce qu'il pense qu'il reste à la maison? Okay. Qui pense qu'il va avec son épouse vers une structure d'urgence? Qui pense qu'on lui envoie les pompiers ou les ambulances? Qui pense qu'il faut envoyer un docteur sur place? SMUR?
qui envoie SOS médecin. Alors, il y en a plein qui font absolument rien pour droit dessus, mais je vous promets qu'il va falloir prendre une décision. Hein. Vas-y, La deuxième. la deuxième. Alors, la deuxième et la troisième s'entendent. Très clairement. Il va falloir qu'il y ait une évaluation. Alors, vous allez voir après, quand on avancera sur la stratification du niveau de risque, que finalement, il y a une part sur laquelle on pourra discuter. Et j'ai fait exprès de mettre ce cas de cette manière-là. Ce patient-là, il va bien. S'il habite à 2 heures d'un service d'urgence, bon, on peut discuter effectivement de le faire envoyer par sa femme. S'il est à côté, il va bien. Qu'est-ce qui empêche de prendre un accompagnant? Aujourd'hui, vous vous retrouvez en termes de prise en charge avec des gastro-entérites qui arrivent avec des ambulances. Donc, deux trucs. Un, on met 3 heures à trouver une ambulance. Donc, le patient qui est appelé pour sa gastro à 17 heures, il arrive à 20 heures dans le bordel. Alors qu'il aurait pu arriver à 17 heures tranquillement. Il poireaute devant les portes. Et en fait, on perd des moyens pour ce dont on a besoin. Donc, cette stratégie d'identification et de stratification des moyens aussi qu'on va en est hyper importante. Après, aujourd'hui, il n'y a pas moyen de dire que c'est une faute d'envoyer un transport sanitaire, un pompier ou une ambulance pour aller chercher ce malade-là, effectivement, et le rapatrier vers les gens. Il va falloir qu'il y ait une évaluation par un médecin à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que ce patient-là, on l'oriente ici? Ça, c'est la recommandation sur la partie régulation. Donc, en gros, ce qu'on vous dit dans la reco, c'est qu'il faut envoyer vers les urgences, enfin qu'on peut, pardon, maintenir à la maison les patients sous surveillance d'une tierce personne. S'ils sont seuls, c'est un peu plus compliqué. Là, effectivement, on va devoir appréhender de manière un petit peu plus fine la problématique. On doit orienter les patients qui ont des troubles de la coagulation préexistants, les gens qui ont plus de 65 ans et un antiagrément plaquettaire, des gens qui ont des signes d'intoxication, parce que l'évaluation, elle va être compliquée à faire au téléphone, bien évidemment, et des gens qui vont avoir des symptômes en dehors des simples céphalées, donc tout ce qui va être vomissement, tableau de perte de connaissance, et un signe de traumatisme, avec surtout des suspicions de fracture de la base du crâne. Donc, chez ce patient, est-ce qu'avec ce que je vous ai donné là, vous pensez qu'il fallait l'orienter? Il avait quel âge? 57. La perte de connaissance. Ouais. Il y a deux éléments pour lui. Il y a la perte de connaissance, qui est un élément sur lequel c'est pas vrai. Vous allez voir après, c'est pas vraiment un facteur de gravité, mais c'est un facteur qui nécessite une évaluation. Et donc, ce patient-là, il y a un deuxième élément quand même qui est embêtant, c'est l'espèce de gros céphalématome à la partie postérieure du crâne. Alors ça rentre pas vraiment dans le cadre de la reco, mais ça peut être aussi un signe de fracture de la base du crâne. C'est une zone, la partie occipitale est une zone où il y a quand même plus de fragilité, pour le coup, en termes d'impact. Et en plus, on sait, mais là pour le coup, on n'avait pas assez de littérature pour s'étendre là-dessus, que c'est une des zones où, pareil, les patients ont plus de risques de saignement. Il y a quelques papiers qui sortent dessus, donc vraisemblablement parce que le mécanisme parachute ne se met pas en place de la même manière et l'impact est relativement important. Donc, deuxième élément derrière, quand le patient arrive aux urgences, votre évaluation, elle doit s'astreindre à définir le niveau de risque de votre patient. Et là, on a plus de billes, on a le patient devant les yeux, donc ça va être un petit peu plus simple. Et on va définir les patients qui sont en risque élevé de saignement, les patients qui sont en risque intermédiaire et les patients qui sont à risque faible. Pour le coup, ce patient-là, il est arrivé aux urgences à 19 heures. Il était sorti vers 17, il était arrivé à 17 heures, je crois. Enfin, son TC était vers 17 heures. Qu'est-ce que vous pensez de son niveau de risque? Comme ça, je fais exprès de le faire au doigt, hein, on va voir. Est-ce que c'est un risque élevé, intermédiaire, faible? On s'en fout de son niveau de risque. De toute façon, vous allez mettre tout le monde au scan, il ne faut pas déconner. Et on se fie à ce que nous dit l'infirmière. Intermédiaire? Tout le monde est d'accord? 2,5. Alors, on va rester effectivement sur le risque intermédiaire pour lui. Déjà, merci de ne pas avoir dit que vous scannez tout le monde, ça me rassure un peu d'emblée. Et on va rentrer dans cette stratification du niveau de risque. C'est la partie qui est la plus importante finalement des recos parce que c'est vraiment l'élément qui va vous permettre de définir la suite de votre prise en charge. D'accord?
Donc, les patients à risque élevé, c'est ceux qui sont à risque fort de saignement. Je réinsiste là-dessus. Donc, c'est des gens qui ont soit des troubles de la coag acquis à cause de traitement, pour le coup, ou génétique, tout ce qui est hémophilie et autres pathologies, toute autre anomalie de la coagulation. Donc, ça va effectivement des hémophilies aux thrombasthénie de Lanzmann, qui sont les plaquettes fatiguées qui ne s'agrègent pas. Et de la même manière, sur un élément un peu clinico-anamnestique, les signes de fracture de la base du crâne. Donc tout ce qui va être hématome en lunettes, et encore une fois, les parties des gros hématomes occipitaux. Ensuite, après, sur la clinique, plus d'un épisode de vomissement. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai, mais on est obligé d'être protecteur sur cette partie-là. Et étonnamment, c'est un truc qui marche vachement bien, l'existence de plus d'un épisode de vomissement. Le premier, en général, est quand même souvent vasovagal sur l'impact, la perte de connaissance, etc. Quand on commence à arriver à plus d'un épisode, c'est que souvent, c'est quand même plutôt quelque chose qui se passe au niveau cérébral. Je peux vous raconter plein d'histoires de chasse comme ça, de patients qui sont arrivés avec un TC, qui vont bien, qui se mettent à vomir une première fois, et où on attend pour les pister un petit peu et avoir un petit peu plus de recul, parce que pour le coup, c'était très court en termes de délai. Deuxième épisode de vomissement, scan, saignement. Et ça, je vous promets, c'est vraiment un truc qui marche du tonnerre. Donc le patient qui se met à vomir chez nous alors qu'il a pas vomi avant, méfiat. On attend un petit peu. On ne fait pas sortir comme ça de manière abrupte, même si sur le papier, tous les autres voyants sont ouverts. Okay. Les autres éléments qui vont vous orienter, donc c'est l'existence d'une altération du Glasgow au-delà de 2 heures sans intoxication. C'est-à-dire qu'un patient qui n'est pas alcoolisé, par exemple, et qui a toujours un Glasgow bas, ben celui-là, il va falloir le passer au scan assez rapidement. L'existence de convulsions post-traumatiques et l'existence d'un déficit neurologique focalisé. Oui, il n'y a rien de super original là-dedans non plus. Sur le risque intermédiaire, il y a la problématique d'avoir un âge supérieur à 65 ans et une mono-anti-agrégation plaquettaire. Les personnes âgées sans anti-agrégants et les patients sous anti-agrégants seuls ne rentrent pas dans le risque intermédiaire. Ça, c'est une des nouveautés là-dedans, parce que historiquement, tous les TC sous-cardégiques et tous les plus de 65 ans étaient en théorie à passer au scan. Donc là, on peut faire de l'épargne. Le Glasgow inférieur à 15 chez les patients qui sont intoxiqués, ceux-là, on va les surveiller, on peut rester un peu en attente en termes d'évaluation. Les traumatismes cinétiques élevés, mais j'ai envie de vous dire que finalement, ceux-là, en fait, c'est pas vraiment leur problème, parce que de toute façon, ils finissent tous avec un body scan, hein, c'est juste qu'ils sont à risque intermédiaire par essence. Et les gens qui ont une amnésie de plus de 30 minutes avant le traumatisme. C'est vraiment une amnésie rétrograde par rapport au trauma. Et le fait d'être comme Dory dans Nemo, en fait, est un élément aussi de facteur de risque. Et vous allez voir, ça c'est pareil, on n'en parle pas plus après, mais c'est des gens qu'on ne va pas laisser sortir dans la nature tant qu'ils n'ont pas récupéré sur cette partie. C'est clair pour vous sur la stratification? Du coup, là, lui, c'est quoi que tu le mettais dedans? Alors attends, lui pour l'instant, on est juste à l'orientation. Non, on avait fait l'intermédiaire. Ah, lui, c'est le coup de. C'est ce que je disais sur la fracture de la base du crâne. Le truc donc cinétique élevé. Ça a tapé fort et en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a toujours une part d'appréciation clinique. Et effectivement, tu choques qu'il y a une cinétique importante, tu te demandes s'il n'y a pas un signe de la fracture de la base du crâne derrière, mais c'est pas franc, parce que c'est occipital. C'est pour ça que lui rentre dans l'intermédiaire. Mais oui, c'est foireux, je sais, mais je fais exprès d'avoir mis ce cas clinique qui est un peu tendancieux pour vous amener, pour vous montrer que dans les recours, en fait, on ne peut pas répondre à toutes les questions non plus. Et qu'il faut garder un peu de clinique sur certains éléments. Mais en s'appuyant sur des choses. Qu'est-ce que vous lui proposez à lui en termes de prise en charge? Je ne donne pas toutes les réponses d'emblée, j'essaie de vous faire réfléchir avant de vous donner les recours, parce que sinon c'est pas rigolo. Est-ce qu'il rentre à la maison sans rien? Est-ce qu'on lui fait un scan tout de suite? Est-ce qu'on lui fait un scan dans les 8 heures? Est-ce qu'on le fait une IRM ou est-ce qu'on dose un biomarqueur?
Ça dépend à quelle heure il est arrivé. Il est arrivé à, je sais plus, 19h des brouettes et il est tombé à 17h. Ouais, t'as 17h. Le 5. Alors 3 et 5. Ça dépend si vous avez les biomarqueurs ou pas. On va le scanner dans les 8 heures. C'est un patient qui, du coup, est à risque intermédiaire, comme on l'a dit. Et vous allez voir après que la stratégie diagnostique, elle est à deux niveaux. Quand on a un patient qui est à risque intermédiaire, on peut faire un dosage de biomarqueurs s'ils sont disponibles. Les biomarqueurs, il y en a de deux sortes, enfin trois, mais en fait c'est deux couples, un biomarqueur et un couple. La protéine 100, si jamais le patient il arrive dans les 3 heures, et si on arrive à le prélever dans les 3 heures. C'est assez chaud niveau organisation, mine de rien, parce que TC qui se passe au domicile, rapatrié aux urgences, l'attente avant d'être évalué et le dosage, 3 heures, ça va super vite pour le coup. Donc, il y en a très peu qu'on arrive à rentrer là-dedans. Et il y a un couple de biomarqueurs qui émergent, sur lequel il y a pas mal de littérature aussi, qui s'appelle GFAP-UCHL1, qui, eux, permettent un dosage dans les 12 heures. Plus pratique. Et en plus, ils sont en train d'apparaître en biologie délocalisée, ce qui fait que on pourra peut-être même envisager, je spoil un peu la suite, mais de les caler sur les patients à risque élevé également. Parce que pour le coup, ils pourraient être dosés dès l'IOA. Ok. On fait ces dosages ici. Je sais pas. Non. Ah bon. Malheureusement. Pour la petite histoire, on est un des premiers centres au monde à avoir testé la protéine 100. On le fait plus. Alors, j'ai fait du CH1, je suis un peu sur le coup, on va dire. Je pense qu'on va le tester justement dans le script. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir ces biomarqueurs-là? Parce que finalement, les recommandations cliniques sont chouettes, mais elles ont une spécificité qui est basse et il y a beaucoup trop d'overtriage. Comme je vous l'ai dit, on fait 90% de scanners qui sont normaux. Donc il y a eu pas mal de biomarqueurs qui ont été testés. Ça, c'est à peu près tout ce qui existe hein, en termes de biomarqueurs neurotropes. Et donc l'idée de ces biomarqueurs, c'est, même stratégie que pour les dédimères, d'identifier ceux pour lesquels le dosage est négatif et donc qu'on peut faire, pour lesquels on peut se passer d'une imagerie cérébrale en toute sécurité. Donc ça permettrait d'en diminuer un peu. Jusqu'alors, c'est quasi absent de toutes les recommandations. Il y en avait dans les recommandations de 2012 en France, ça n'y était pas du tout. C'est évoqué dans les recommandations américaines comme il y a ce truc-là qui existe, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est vaguement évoqué par les Anglais en disant qu'ils ne peuvent pas se prononcer dessus. Et les premiers qui les ont intégrés, c'est les Scandinaves. Ce sont des recours qui doivent dater de 2017, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qui, pour le coup, ils ont vraiment intégré dans un algorithme de prise en charge. Et pour nous, c'est un enjeu majeur en fait, de se positionner sur cette partie-là parce que tout le monde attend ces biomarqueurs, un peu comme le Messi pour le coup, pour arriver justement à diminuer le nombre de scans. En pratique, quand on regarde sur la protéine S100, vous voyez, il y a pas mal de trucs, je vais passer assez rapidement, je ne vais pas vous faire une revue de la littérature là pour le coup, mais en fonction des papiers, on pourrait éventuellement arriver à diminuer entre 10 et 30% des scanners cérébraux. Donc là, vous voyez, ça c'est un des tout premiers papiers qui avait été fait, qui lui suggérait 30%. Ça, c'est le papier justement qui est issu du travail d'ici, sur lequel on était à 19%. Et celui-là, pour le coup, il n'y avait pas cette épargne-là. Mais vous voyez qu'à chaque fois aussi, l'autre élément qui est très fort, c'est que je vais passer à l'image. D'accord, ça se met sur le même, mais pas là-bas. Vous voyez pas. À chaque fois, les performances diagnostiques, elles sont énormes, avec des sensibilités à 99% et des valeurs prédictives négatives à quasiment 100%. Ok, donc ça, c'est systématique sur tout ça. Pour le coup, ils sont séduisants et ils marchent pour diminuer ça. Ce qu'on ne sait pas, effectivement, c'est la pertinence et l'impact réel de la diminution des scanners cérébraux. Pour l'instant, il faudra un jour qu'il y ait des essais qui évaluent en pratique clinique. Les nouveaux biomarqueurs qui émergent, donc GFAP, UCHL1, eux, ils ont un intérêt, c'est que comme c'est un couple, vous voyez, ils ont deux cinétiques totalement opposés. Un qui est très précoce et l'autre qui est un peu plus tardif. L'intérêt de ça, c'est qu'il y en a un qui va capter les saignements au début et l'autre qui va capter un peu plus tard, de manière schématique. Donc, ils permettent d'avoir une amplitude horaire un peu plus importante et effectivement de faire un dosage dans les 12 heures. Avec globalement, les mêmes performances que celles qui ont été présentées sur la protéine S100, donc avec ce qui nous intéresse le plus, encore une fois, la VPN, qui est à plus de 99,5%.
Okay. À chaque fois dans tous les papiers. Et certains se sont amusés à faire des études médico-économiques. Et vous voyez que potentiellement, on pourrait vraiment économiser beaucoup de thunes avec l'utilisation de la protéinase sans alcool. Sur ce papier-là, je crois que c'était dans les 4h30, parce que ça a pas mal bougé aussi, la fenêtre sur la protéinase. Donc, potentiellement, un gros intérêt sur la diminution. Autre nouveauté sur la régression de l'imagerie cérébrale, c'est que aujourd'hui, on oublie définitivement l'histoire de j'attends 4 heures ou 6 heures pour scanner le patient. La performance des scanners cérébraux fait que le temps que le patient arrive aux urgences, on a suffisamment de recul pour le scanner directement. Donc, on scanne le patient le plus précocement possible. Par contre, si c'est un patient à risque élevé, on le scanne, pour le coup, dans l'heure. Parce que s'il y a un saignement, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Notamment s'il est sous anticoagulant, il va falloir qu'on puisse traverser. Et pour ceux qui sont à risque intermédiaire, on le scanne dans les 8 heures. OK? Donc, on n'attend plus et on essaie d'aller le plus vite possible. D'accord? Alors, bien évidemment, on peut poser la question du patient qui fait son TC dans le service des urgences, où là, on va peut-être pas le scanner dans les 3 minutes qui suivent. Mais bon, déjà, le temps de faire l'admission, de faire une évaluation clinique, de demander le scan, qu'il y ait le scan. Très honnêtement, un recul entre 1 et 2 heures, il suffit largement. Avec le niveau de performance de nos scans, ils captent vraiment 3 globules rouges au fond d'un sillon aujourd'hui. Il faut être vraiment rationnel là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un des messages les plus importants. Scanner cérébral le plus précocement possible, dans l'heure pour les patients à risque élevé, dans les 8 heures pour les patients à risque intermédiaire. Ce patient, il a son scan et on retrouve une petite pétéchie frontale qui est millimétrique et un gros céphalématome occipital. Il n'y a pas de lésion osseuse post-traumatique. Qu'est-ce que vous proposez pour la suite de la prise en charge de ce patient? Je vous rappelle, il était sous cardégique. Est-ce qu'on lui transfuse, qui lui transfuse des plaquettes en urgence? Qui lui dose un biomarqueur? Qui lui fait un Doppler transcranien? En admettant que vous sachiez le faire. On enlève ce problème-là. Qui propose un scan de contrôle? Qui propose une IRM? Doppler transcranien. Pourquoi? Alors, ça va nécessiter qu'on se forme, bien évidemment. Le Doppler transcranien, il a un peu le même intérêt que les biomarqueurs, pour le coup. C'est une espèce de biomarqueur échographique. Et quand tout est normal, il permet d'exclure un risque d'aggravation secondaire. Donc, pour le coup, on va évaluer le risque d'aggravation. Et si on a ces éléments-là, c'est-à-dire l'IP, qui est l'index de pulsatilité, et la vitesse diastolique, qui remplit ces deux conditions qui sont présentées ici, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur le Doppler transcranien, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, on sait qu'il y a pas d'aggravation neurologique précoce pour les patients. Donc, il ne va pas y avoir de prise en charge chirurgicale chez ce patient-là, c'est certain. Et vous voyez là aussi, les performances, elles sont nickel. Ça ne bouge pas. Ça a quelques contraintes, c'est qu'effectivement, au-delà de 75 ans, il y a des évolutions des vitesses qui font que, bon, on peut discuter de cette partie-là, et donc c'est vraiment très valable pour le sujet de moins de 65 ans, clairement. Ensuite, pour les patients qui doivent avoir un scan de contrôle, aujourd'hui, en théorie, c'est les patients qui ont une aggravation neurologique, les patients qui ont plus de 65 ans, et uniquement les patients qui ont des troubles de l'hémostase en dehors de l'aspirine seule. Donc vous voyez, ce patient, il ne rentre pas dedans. Si vous demandez à un neurochirurgien, il vous dira toujours scan de contrôle à 24 heures. Aucun intérêt. Et j'irai même plus loin, c'est que sur la reco, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était que les seuls patients pour lesquels il y a une modification de la prise en charge, une modification de la durée de séjour, c'est ceux pour lesquels il y a une aggravation neurologique. Les deux autres, il ne se passe rien. On constate éventuellement que le volume de la lésion a un tout petit peu augmenté,
Mais il n'y a aucune conséquence en termes de morbimortalité pour les patients. Donc vraiment, la surveillance 24 heures, oui, ça je pense que c'est nécessaire pour ces patients-là parce qu'on a besoin d'avoir un peu de recul. Maintenant, l'imagerie, aujourd'hui, on est obligé de faire comme ça. Je pense que dans pas très longtemps, ça sera purement ceux qui ont une aggravation neurologique. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Les patients qui sont sous AVK, sous anticoagulants oraux directs, il va falloir les réverser. En voyant que bon, pour les AVK, ça marche très bien, les complexes prothrombiniques, mais pour les AOD, c'est un peu plus aléatoire. On le fait à double dose, mais pour le coup, il n'y a pas forcément une efficacité extraordinaire. C'est vraiment pour essayer de booster l'autre partie de la coagulation. Et par contre, faire gaffe à ceux qui ont des valves mécaniques, bien évidemment, parce que la stratégie va être compliquée. En voyant que, si vous regardez là-dessus, il n'y a aucun risque pour les patients qui ont des valves aortiques. La valve aortique, c'est une valve qui est à haut débit, ça pousse fort, donc il n'y a pas de thrombose si vous faites la réversion pour ces patients-là. Si effectivement vous les laissez à 1 d'INR pendant une semaine, je ne peux pas vous garantir de l'évolution. Mais par contre, sur la prise en charge aux urgences, il y a zéro risque. Là où ça devient chaud, c'est les valves mitrales. Là, c'est très chaud parce que c'est une valve à bas débit et pour le coup, il faut vraiment une gestion de l'anticoagulation millimétrique. Pour l'aspirine, aucun intérêt aux transfusions de plaquettes. Là, il y a des tonnes de papiers qui ont été démontrés, à la fois sur du TC, à la fois sur de l'AVC hémorragique. Ça sert à rien. Ça se discute sur le côté prise en charge neurochirurgicale parce qu'il n'y a pas trop de billes encore pour l'instant. Mais en tout cas, sur le saignement à proprement parler, sans prise en charge neurochir, aucun intérêt. Bon, manque de bol, trop d'émotions pour sa femme. Bam, patatras, elle fait une chute, elle est sous rivaroxaban, elle a une FA, elle prend aucun traitement, mais du coup vous allez la prendre dans le service. Et vous lui faites un scan et il est fait 1h15 après, il n'y a pas de saignement, qu'est-ce qu'on propose à cette brave dame? Est-ce qu'on l'hospitalise? Est-ce qu'on la surveille 24 heures après son TC? Est-ce qu'elle rentre à la maison? Est-ce qu'on lui fait une IRM? Est-ce qu'on lui fait un Doppler transcrânien? Nouvelle révolution, elle peut rentrer à la maison. On oublie le scan de contrôle à H24 des patients sous anticoagulants. Alors c'est pareil, si elle est scannée dans les 3 minutes, encore une fois, on peut réfléchir. Mais je pense que globalement, ces patients-là qui ont un TC sur les lieux, il faut se dire qu'on va les pister 1 heure ou 2 et qu'on va leur faire le scan dans la foulée, quoi. Et puis après, on est tranquille et il n'y a pas de souci. Autres éléments, qui on peut faire rentrer à la maison? Tous les patients qui ont un scan qui ne retrouvent pas de saignement, tous les patients pour lesquels on a fait un biomarqueur et que le dosage était négatif, et bien sûr tous les patients qui sont à risque faible. OK. Par rapport aux patients qui sont sous AVK, donc le scan, il faut qu'il soit rapide, idéalement dans l'heure qui suit la demande. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'idée, il faut que le patient il passe les portes et il aille au scan dès qu'on a fait la demande. Il faut vraiment aller vite là-dessus. Parce qu'on peut les antagoniser et parce qu'on va pouvoir corriger leur INR. Pour les AOD, c'est la même stratégie. Et pour le coup, en cas de saignement sous AOD, c'est soit on leur met du FEBA, soit du PPSB, qui est ce qu'on fait habituellement ici, soit pour le Pradaxa et pour les anti-DISA, il y a des antidotes spécifiques qui existent, qui ne sont pas forcément disponibles. Notamment ici, on l'a pas. Pour les TC sous héparine, vous avez la possibilité d'antagoniser avec du sulfate de protamine ou du Novoseven en fonction de ce que c'est comme, comme héparine. Et voilà pour la prise en charge initiale. Au décours, votre patient qui travaillait toujours, il n'arrive plus à travailler comme avant, il est obligé de s'interrompre et ça l'inquiète vachement. Du coup, il appelle la régulation médicale parce que vraiment, il n'en peut plus. Qu'est-ce que vous proposez comme orientation? Est-ce qu'on le laisse à la maison? Est-ce qu'on l'envoie voir son médecin traitant? Est-ce qu'on l'envoie voir SOS médecin? Est-ce qu'on le renvoie aux urgences? Ou est-ce qu'on lui dit de relire sa fiche d'information de sortie? Qui le laisse à la maison? Il y en a un. Qui l'envoie vers son médecin traitant? Ok.
qui l'envoie voir SOS médecin, qui le renvoie aux urgences. Et je passe sur la relecteur de la fiche d'information de ça. En pratique, il va pouvoir rester à la maison, ce patient. Ça, c'est un premier truc qui est important. On va effectivement l'orienter vers son médecin traitant, sans urgence. Et on va lui dire de prendre rendez-vous, pour le coup, pour être évalué. Et effectivement, on peut lui dire de relire sa fiche d'information de sortie s'il couvert qu'on lui en ait vraiment donné une. Je suis pas sûr qu'on leur donne très bien à nos patients, fiche d'information de sortie. Si. Je suis curieux de regarder combien il y en a qui en ont. Pourquoi ça? Parce que en gros, après un trauma crânien, il y a un truc que vous avez tous dû entendre qui est le syndrome post-commotionnel. Et finalement, c'est normal dans les 7 jours qui suivent un TC d'avoir des symptômes. Et ça, c'est pas un syndrome post-commotionnel pour le coup. Alors vous allez voir qu'en fait, on ne parle plus de syndrome post-commotionnel, mais ça, c'est un autre élément. Donc, mais si ça dépasse 7 jours, il faut qu'il y ait une évaluation médicale par le médecin traitant pour effectivement aller rechercher des éléments qui nécessiteraient un bilan complémentaire. Et il faut informer les patients. Ça, c'est essentiel. Et il faut utiliser à la fois une information orale pour leur dire qu'effectivement, bah, ils peuvent ressentir des petits symptômes pendant les 7 jours, mais que si ça dure un peu, il faudra qu'ils aillent voir leur médecin traitant. Et il faut leur donner un papier aussi. Comme ça, ils ont ça et c'est écrit. Parce que les gens, il faut bien vous dire que quand vous leur donnez des infos aux urgences, ils en retiennent à peu près 10%. Et ça aussi, c'est bien démontré. Ça marche mieux quand il y a une information papier en plus. Voilà pour les éléments sur le TC. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent là encore? C'est clair? Deux, trois petits mots sur le rachis cervical. C'est souvent le problème quand il y a un TC. Est-ce qu'il y a un risque au niveau du rachis cervical? Et vous voyez souvent les patients qui arrivent coquillés ou qui sont immobilisés là, quand il y a des secouristes qui sont intervenus dessus. Très clairement, chez les personnes âgées, méfiez-vous à bloc. Et je pense que honnêtement, dès qu'il y a le moindre truc qui ressemble à un trouble cognitif à minima chez les patients, même s'il y a une perte de connaissance ou si le tableau est un peu foireux, allez-y, cérébral, rachis cervical, d'emblée. Donc ça, c'est pour le message chez les personnes âgées, on va dire les plus de 80 ans. Vraiment, il ne faut pas hésiter, parce qu'on a des tonnes de surprises sur ça. Ensuite, après, si vous n'avez pas de douleur au niveau, au niveau des épineuses, s'il n'y a pas de signe de focalisation, si vous avez un patient qui a une vigilance normale, qui n'est pas intoxiqué, et qui n'a pas autre chose en termes de fracture, vous pouvez être, enfin en termes de traumatologie plutôt, pardon, vous pouvez être certain qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait des lésions cervicales. Pour les autres, effectivement, vous allez forcément tâtonner un peu. Et on ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Et vous voyez que chez les autres jeunes, on ne va pas avoir de questions à se poser. Et du coup, finalement, même le trauma cervical isolé en dehors d'un TC, hein, pour le coup, du sujet jeune, s'il n'y a pas de douleur au niveau de la ligne, au niveau des épineuses, ben, clairement, vous pouvez être tranquille. On fera une immobilisation parce qu'il peut y avoir une entorse, il peut y avoir certains trucs, mais il n'y aura pas de lésion osseuse. Ok. Je veux juste m'attarder 2 minutes sur l'histoire du syndrome post-commotionnel pour lequel, en fait, c'est pas là que j'ai mis, pardon, donc j'ai pas fait la modif sur celle. En fait, on parle plus de syndrome post-commotionnel, on parle de symptômes post-commotionnels. C'est un truc assez important, cette partie-là, parce que les gens, c'est quand même 20% des patients qui présentent des troubles à distance. Donc ça va de trucs complètement nazes, genre des céphalées, un tableau un tout petit peu vertigineux, genre un peu gêné, des nausées, on mange moins bien, etc. Mais ça va sur des trucs pour lesquels ça va être beaucoup plus embêtant. C'est vraiment des troubles neuropsy à type d'irritabilité, des vraies problématiques cognitives avec des troubles des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, et des gens qui sont totalement asthéniques au décours du TC. Et alors, euh, le degré d'atteinte, en fait, il est hyper variable pour le coup. Et vous imaginez bien que, enfin, pour vous, typiquement, là, si vous faites un TC et que vous avez des troubles cognitifs au décours, même s'ils sont minimes, c'est chiant, quoi.
C'est quelque chose sur lequel il faut quand même avoir une certaine vigilance. Donc, il y a des trucs de la CPM qui ont été faits, mais il faut vraiment avoir une diffusion large de l'information à la fois auprès des patients et des autres professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, qui ne sont pas très sensibilisés à cette partie-là, très honnêtement. Euh, Surtout que pour le coup, même quand ils sont recherchés, ils sont quand même sous-évalués. Et il y a des vrais troubles cognitifs, des vrais troubles praxiques pour le coup, des gens qui ont des atteintes de la motricité fine. C'est vraiment assez impressionnant. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment informer les patients sur cette partie-là. En pratique, sur les quelques messages importants, on n'attend plus pour réaliser des scans. Donc, une fois qu'on a posé l'indication du scan, qu'on a identifié que le patient il doit en avoir un, ben, on le demande et il faut qu'il ait le plus vite possible. Comme ça, on va pouvoir le faire sortir s'il n'y a rien. Il faut penser aux biomarqueurs. On arrête de recontrôler les scans normaux, alors qu'avant, effectivement, ben, le scan sous anticoagulant, il avait un scan de contrôle à H24. Aujourd'hui, c'est fini. Fini, fini, fini. Et il faut travailler sur les filières post-TC. Et c'est pour ça que justement, nous, on en a une avec l'unité COLA qui est en MPR pour les patients qui ont des symptômes et qui sont gênés. Alors, pour le coup, nous, c'est surtout les gens qui reviennent à distance d'un trauma crânien et qui arrivent en général à 10 jours. Et pour le coup, il peut y avoir un intérêt à les filiariser vers ces services-là qui font de l'évaluation neuropsy, orthophoniste et pour certains qui ont plutôt un tableau très neuro, juste une consultation d'ambiance neurologique. Voilà. En pratique, ça se passe comment? Le patient il revient 10 jours après, il a céphalée, des troubles praxiques. Ouais. On lui donne un numéro de MPR. Alors, il y a, je vous ai ça fait 3 fois que je fais passer le truc pendant le semestre, c'est l'unité COLA. Et il y a une procédure pour faire la demande d'avis COLA dans des XCare, validée avec vos seniors, et typiquement avec moi. En gros, on est 3 à être hyper sensibilisés à ça. Il y a Pierre Samin, Guillaume Nip et moi. Baric aussi, pas mal. C'est pas mal un pareil du truc. Et pour le coup, il faut juste poser la bonne indication en fonction de ce qu'il y a. Dans la demande d'avis, elle est relativement simple, parce qu'ils demandent juste l'histoire de la maladie du patient. Faut bien insister sur la symptomatologie, parce que eux, ça leur permet de définir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le patient. Est-ce qu'ils doivent le voir sur un bilan en hôpital de jour, qui est un peu lourd, parce que du coup, ils font, comme je vous disais, le bilan orthophoniste, le bilan neuropsy, donc c'est assez chargé. Ou pour ceux qui ont des symptômes un peu moins prégnants, ils font juste une consultation neuro pour proposer un suivi. Donc ceux qui vont être un peu vertigineux et qui ont des tableaux de céphalie chronique qui apparaissent derrière, ceux-là, ils n'ont pas le même bilan, pas la même évaluation. Donc, faut être assez précis dans ce que vous leur mettez dessus. Et on est en train de travailler avec eux pour essayer de mieux l'organiser, la filière, justement, avec l'arrivée de notre IPA qui travaillera sur cette filière-là, je pense, à partir de juillet ou septembre. C'est que après J7, du coup. Ouais. Avant J7, on leur dit. La question qui se pose, alors je ne l'ai pas présenté là parce que pour l'instant on n'a pas encore validé qu'on allait utiliser ça et je ne veux pas trop que ça fasse tache d'huile, mais il y a un truc qui s'appelle la POX Rule, qui est une règle des Canadiens qui, à partir de la clinique initiale, aux urgences, donc à la fois de l'âge du patient, il y a le sexe qui intervient aussi, parce que les femmes sont un peu plus sensibles au syndrome post-commotionnel. Prise d'anxiolytiques, l'existence de lésions au niveau du scan cérébral. Tu calcules un score qui te permet de stratifier le niveau de risque du patient de développer des symptômes. Ceux qui sont risque élevé, en fait, dans l'absolu, on pourrait les caler directement dans la filière. Ceux qui sont à risque faible, en fait, il faudrait juste leur dire que ça peut exister, mais le taux il est très faible, il y a moins d'1% qui développent des symptômes derrière. Le risque intermédiaire qu'il faut recontacter à J7 pour voir justement comment ils vont. Donc, pour certains patients, ceux qui sont très perturbés à la prise en charge initiale, perso, je reste assez convaincu qu'on peut les caler direct. Et notamment ceux qui ont déjà un terrain un peu psychologico-psychiatrique, qui en plus ont eu un enseignement sur le scan, je pense qu'il n'y a pas à tortiller, on peut les caler. La problématique, c'est que comme on a peu d'infos sur leur évolution clinique,
autant je suis sûr qu'ils vont avoir un trouble à distance, autant je sais pas si ça va être un trouble plutôt neuro ou plutôt cognitif. Et du coup, c'est là que c'est un peu plus compliqué pour savoir comment on leur met. Et pour eux, c'est compliqué parce que, mine de rien, comme je le dis, hein, c'est hôpital de jour, donc c'est une demi-journée, un bilan. Donc, faire un bilan complet à des gens qui ont juste des symptômes neuro, ça n'aide pas trop. Donc, en fait, il faut surtout insister sur le fait de les orienter vers leur médecin traitant. Qu'ils y aillent, quoi. Et pour ceux qui font du sport, bah, le médecin du sport, qui, eux, pour le coup, sont vraiment sensibilisés à ça. Vraiment, c'est typiquement hein, le rugby, le foot, et le foot vachement, en fait, et c'est très sous-évalué parce que les impacts des têtes ont des vraies conséquences, en fait. Je sais plus combien c'est, à chaque fois je l'oublie, mais je crois que c'est entre 4 et 5 G qui prennent dans la tête quand un ballon arrive et qu'on fait une tête. Au rugby, ça n'a pas été trop évalué, mais c'est pareil, je suis assez convaincu que les gros stops sur les plaquages aujourd'hui avec la densification hein, très clairement des impacts physiques font qu'à mon avis, il y a aussi des vrais chocs répétés. Pas des gros pour le coup, hein, parce que bon, il y a effectivement des histoires de commotion. Hein. Vous avez peut-être vu ceux qui suivent les protèges non connectés là aujourd'hui, là, ils sont juste rocambolesques parce que il se passe rien et les mecs ils sortent pour être évalués alors que juste parce que le protégeant a fait bip bip. Pour l'instant, parce qu'ils ont des problèmes de calibration sur cette partie-là. Euh, mais, euh, mais vraiment, ouais, les impacts répétés, ils sont quasi aussi nocifs que le vrai choc en one shot. Et ouais, dernier élément, et là c'est ma faute, j'aurais dû le mettre parce qu'en fait je l'ai sur un autre diapo. Euh, il faut aussi, et je vous le ferai passer là à la suite du cours, il faut aussi anticiper un élément auprès des patients, c'est une reprise graduelle des activités. Euh, il ne faut pas que les patients ils repartent au boulot direct. On ne fait pas assez d'arrêt de travail sur ça. Quelqu'un qui a besoin de se concentrer, qui est symptomatique, rien qu'avec des céphalées, il faut les arrêter et leur dire que la reprise, elle est vraiment graduelle. C'est-à-dire que s'ils sont symptomatiques de quoi que ce soit, euh, d'abord, c'est arrêt total de tous les écrans et tout, téléphone portable y compris. Même la lecture, on évite. C'est vraiment au calme, au repos, tranquille, pendant 24 heures. S'il n'y a pas de symptômes au bout de 24 heures, on peut envisager de monter la charge petit à petit, donc reprendre des activités faiblement cognitives. Et la reprise du sport, elle intervient à J7, J15, très clairement. Donc ça, je vous ferai passer le tableau de reprise d'activité. C'est un truc sur lequel on est vraiment très mauvais. Les Canadiens sont très bons là-dessus, et particulièrement chez les enfants. Ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier. On est vraiment super nuls. Et c'est là qu'est la meilleure stratégie en fait pour limiter l'existence des syndromes post-conventionnels. Ok. Ouais. Est-ce que le protocole de service il est à jour là-dessus ou pas du tout? Pas du tout, mais je vais m'en occuper. Je vais finir par le faire. Hein. Bah, laissez proposer. C'est quelle entreprise qui détient les protéines S102 Protéines Essence et Roche, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Et GFAP UCHL1, c'est surtout Abbott qui a euh, la version délocalisée et la version sur automate. Et il y en a un autre, je crois que c'est Roche, non, Roche l'a pas. Il y a un autre truc en fait qu'il a aussi, je sais plus. Pourquoi? Tiens. Non, c'est vraiment un truc qui va être. Vraiment bien. C'est un peu galère et pas hyper. Alors, j'ai fait APU CHL1. Moi, j'ai pas mal échangé avec Abbott sur le sujet. Alors, vous voyez, je suis un gros pénible, c'est-à-dire que je veux pas de conflit d'intérêt. Donc, c'est assez chiant de travailler avec un labo et de pas avoir de conflit d'intérêt. C'est pas tout rapide. Donc, pas mal échangé avec eux et pour l'instant, on n'y est pas allé parce que leur système de biodéloc, qui est ceux qui veulent promouvoir et pas le dosage centralisé, il était fait jusque là et très récemment. Je sais plus quand c'est sorti, mais ça date d'il y a moins de 2 mois, je crois. Il était
il devait être fait sur plasma ou sur sérum. Ce qui fait que pour faire de la biodélocalisée, il fallait quand même centrifuger les tubes. Pas très pratique. Vous voyez à côté du patient, prendre le tube, le centrifuger pendant 20 minutes, et après le passer. Ouf, pas terrible, quoi. Ils viennent de commencer à valider le sang total. Donc là, pour le coup, ça devient bien plus intéressant et bien plus faisable. C'est validé aux États-Unis par la FDA et c'est en cours de marquage CE en France, pas en Europe. Mais c'est pas encore fait. Donc, mais c'est vrai que ça ouvre pas mal de possibilités parce que c'est assez simple à faire. C'est à peine plus qu'une glycémie, quoi. C'est un peu plus de sang. Mais bon, enfin, et pour le coup, tu as le résultat en 10-15 minutes. C'est que ça ouvre la possibilité à tester aussi chez les patients risqués élevé, clairement. Tu peux imaginer un protocole où tu as défini tes patients à risque, l'IOA identifie, tu as quelqu'un qui fait le prélèvement dans la foulée, et puis voilà. Ça peut vraiment permettre une vraie épargne pour le coup de scan. Après, je pense aussi que faut déjà qu'on s'astreigne à une vraie évaluation clinique. Et je reste assez convaincu qu'on fait beaucoup trop de scans en dehors de ce qui est recommandé aujourd'hui. Mais les scans recommandés, en soi, c'est à partir du moment où même il a un traumatisme crânien léger et qu'il va se plaindre Non, de céphalée avec une perte de connaissance, non. même, non? Non. Qu'il soit dans l'intermédiaire. Ouais, intervenir ou élevé. C'est ceux-là qui doivent avoir un scan. Ou un biomarqueur pour les intermédiaires. On va rester sur l'image. Mais pourquoi la dame qui est tombée dans le box, elle n'a pas eu de scan si elle était sous anticoagulant? Si, il a eu un scan. Il était normal. Ah, ok. C'était marqué. C'était C'était le deuxième cas. Ouais. Ah, C'est le contrôle, on ne fait pas de contrôle pour elle. C'est pas le contrôle. Ok, très bien. En pratique, aux urgences, on le fait quasiment systématiquement à 100%, même si c'est ni intermédiaire ni élevé. Je sais. Mais les... Mais il n'y a pas de raison. Oui, oui. C'est juste qu'on fait ceinture, bretelles et parachute. Et c'est pour ça que je vous dis que déjà, avant de se dire qu'on fout des biomarqueurs dans l'histoire, la vraie question, c'est respecter ça. Parce que là, pour le coup, déjà, t'en enlèves une grande quantité. Mais en même temps, les recos disent de faire le scan le plus vite possible. Rien élevé ou intermédiaire. Oui, mais à partir du moment où tu l'as stratifié, Ouais. ton patient il est dedans, tu le passes au scan, ça me pose pas de problème. Mais forcément, tu vas le plus vite possible pour le faire sortir. On disait que les biomarqueurs, ce serait intéressant de les faire quand même avant et d'attendre les résultats. Oui, mais alors après, si tu veux, c'est. En fait, tu veux l'avoir à deux niveaux. C'est ta stratégie d'épargne d'imagerie. Un biomarqueur, tu as le dosage en 1 heure et quelques. Donc, pour le risque élevé, clairement, ça ne rentre pas dans le scope parce qu'il faut que tu le scannes dans l'heure. Ouais, ok. Donc, tu ne peux pas te permettre d'attendre d'avoir le prélèvement, d'avoir le dosage, etc. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a de la biodéloc à un moment, on pourra y réfléchir. Le biodéloc, ce que tu appelles, c'est comme les gaz du sang, les trucs qu'on a. C'est ça, Okay, ouais. un dosage lit du malade. Si on a ça, on peut envisager de l'inclure sur la risque élevé. Aujourd'hui, c'est inenvisageable parce que je crois qu'en termes de temps de technicage et tout ça, on est à 1h15 minimum. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la chaîne parfaite qui roule et vous êtes sur votre ordi, vous, avec le truc où limite ça pop en SMS sur votre téléphone portable. Mais donc pour le risque élevé, ça ne colle pas. Par contre, sur l'ex intermédiaire, ben, mine de rien, t'épargnes de l'irradiation pour ton patient. 2, t'épargnes de l'encombrement pour ton scan. Donc, si tu peux faire du biomarqueur pour diminuer, c'est pas déconnant. La problématique est là où, là où le biomarqueur me questionne personnellement, c'est aujourd'hui, je vous donne, enfin je dis vous parce que vous êtes devant moi, mais je parle enfin, au nom de tous les gens qui bossent dans les urgences en fait. On vous donne des recommandations qui évaluent, enfin qui permettent de stratifier le niveau de risque des patients, et c'est pas suivi pour définir quel patient on passe au scan. Donc, est-ce que finalement, derrière, si on donne à ces mêmes personnes la possibilité d'avoir des biomarqueurs, est-ce qu'en fait, tous les TC vont pas se retrouver avec un biomarqueur? Et y compris vous, qui avez fait votre chute à la soirée internat, avec une micro-égratignure sur le front là,
vous êtes un peu fatigué, donc du coup, bah, vous finissez ici. Et en fait, est-ce que réellement on va garder la clinique en se disant, bah non, on laisse juste des cuvées et puis on verra bien après ce qui se passe? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire biomarqueur à tout le monde? Donc, ok, on diminuera les scans, mais d'un autre côté, en fait, on va augmenter les coûts. Donc, la vraie question coût-efficacité des biomarqueurs, elle se pose énormément. Et, et ça, c'est effectivement des vrais travaux qu'il y a à faire parce que on n'en sait rien. Et donc la céphalée à 8 sur 10, on s'en branle. Ouais, on s'en fout. Non, la céphalée isolée, on s'en fout. Mais vraiment, après, non, mais c'est pareil. Enfin, c'est pas facile de te faire un tableau absolu parce que les patients, ils sont pas juste un symptôme, si tu veux. Donc, tu as tout un autre truc à prendre en compte. Mais tout seul, la céphalée n'est pas un élément de risque. Ça reste logique d'avoir mal à la tête quand on s'est fait un TC. Tu peux revenir un peu dans le slide juste avant. Voilà, pardon. Celle-là? Non, après, la première. Celle-là? Ouais. Ah oui, mais oui, parce que ouais, mais moi là ça va de suite et là ça va pas de suite, c'est pour ça, pardon. C'est long. Alors sur la partie régule, faut vous dire un truc. C'est que sur la régule, il n'y a pas de billes dans la littérature. Il n'y a rien. Rien. Donc pour le coup, on a pris ce qu'on a réussi à trouver, qui sont essentiellement des trucs intra-hospitaliers, et on a été un peu plus protecteur. Le patient qui a fait une perte de connaissance, c'est compliqué de lui faire une vraie évaluation neurologique au téléphone, quoi. Probablement que on dira plus ça dans quelques temps. Si effectivement il y a de la recherche sur le pré-hospitalier et des choses qui se développent là-dessus, euh, clairement, les attitudes elles changeront peut-être. Aujourd'hui, on est obligé de faire un truc en mode vraiment ceinture, bretelle et parachute hein, là-dessus. Donc vous voyez, déjà, on a réglé l'histoire juste des monos anti-agrégation plaquettaire et des plus de 65 ans systématiques. Hein. C'est aujourd'hui plus de 65 ans et anti-agrégants. Mais le reste. Dernier élément sur lequel effectivement, là j'y pense là maintenant, donc je pense qu'il faudrait que j'insiste là-dessus. Ces recos-là, elles ne sont valables que pour le TC aigu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient qui vient avec un espèce de cortège un peu foireux de symptômes, et c'est pareil, je ne parle pas de la céphalée isolée, pour le coup là-dessus, un cortège un peu foireux de symptômes, qui va dire un peu vertigineux, un peu machin, qui va vous décrire des fourmis, des trucs comme ça, et qui vient au-delà de 24 heures aux urgences, je suis désolé, mais celui-là, il faut encore le passer au scan. Enfin, en tout cas, avoir le scan beaucoup plus facile que ce qu'on aurait envie. Et c'est pareil, vraisemblablement que ton patient ou ta patiente avec une N à 8 sur des céphalées à 3 jours d'un TC, ça finira avec un scan, pour le coup. Parce que ceux-là, là, pour le coup, la littérature, c'est zéro.